Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 7 de la série The Acolyte. Donc moi je m'appelle Le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager un petit peu de ma passion. Septième épisode, avant-dernier, dont le résumé est très court, très bref, vous voyez par vous-même. Une vérité amère est révélée. Le titre de cet épisode est choix tout simplement, et vous le voyez, le résumé c'est juste sujet, verbe, complément. Voilà. Clair, net, précis, sans bavure. Alors, la construction narrative de cet épisode est intéressante parce que, alors, moi je me souviens que la semaine dernière, j'avais causé de Akira Kurosawa, qui est un cinéaste japonais éminemment reconnu chez les cinéphiles, dont la carrière a marqué l'histoire du cinéma dans les années 60. Bah là, étrangement, l'ombre de Kurosawa plane encore. Oui, parce qu'il m'a fait penser à la construction narrative de l'épisode 3 auquel bah, cet épisode répond comme un écho. Comment dire les choses sans spoiler? C'est de dire les choses dans cette forme. Cet épisode-ci m'a rappelé un film de Kurosawa qui s'appelle Rashomon. Le film Rashomon, ça raconte quoi? Ça raconte un procès dans lequel on voit différents témoignages pour révéler les circonstances exactes de la mort d'un samouraï, je crois. Donc on voyait les faits narrés en flashback par la femme, narré ensuite par l'accusé présumé. Je vous dirai pas après narré par qui, sinon ça va vous spoil un petit twist. Mais en gros, on voit en flashback donc les mêmes événements, mais racontés d'un point de vue différent. Ben ici, c'est pareil avec l'épisode 3. C'est-à-dire que dans l'épisode 3, qui était un long épisode en flashback sur les origines, d'où viennent les jumelles, ben là, c'est semblable à Rashomon, dans lequel on voit les événements de l'épisode 3, mais narré, focalisé sur un autre personnage. Là, par contre, je vous dis pas qui pour éviter le spoiler. Et évidemment, quand je vous parle de Rashomon, la référence, je dirais, plus contemporaine, enfin en tout cas plus proche de nous, années 90, pour être plus précis, 95, 96. J'ai vu le film au collège. Ce serait Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Parce que Pulp Fiction de Quentin Tarantino, dont Rashomon, Kurosawa est aussi une référence, pour vous dire que Akira Kurosawa, c'est quand même une influence très reconnue dans le métier. Pulp Fiction avait la particularité de narrer donc plusieurs histoires, mais autour d'événements semblables. De mémoire, il me semble que Pulp Fiction s'articulait autour de trois histoires. L'histoire d'un boxeur un petit peu loser qui refusait de se coucher, d'obéir aux règles d'un match truqué, de deux tueurs à gages, il me semble, de deux braqueurs en fait, d'un couple de braqueurs, je crois que c'est par eux que commence l'histoire, et d'un autre espèce de par la mafia, je sais plus, Van Williams, je sais plus qu'est-ce qu'il jouait dedans. Donc le charme du film, c'était de montrer plusieurs récits dans lesquels on voit ces personnages-là se croiser tout simplement. Et c'est là où je comprends les fans hardcore. Quand j'ai dit fan hardcore, je pense aux fans qui connaissent, peut-être pas sur le bout des doigts, mais en tout cas qui ont une connaissance encyclopédique de Star Wars, de la franchise, à travers l'univers étendu. Parce que là, clairement, dans The Acolyte, ça introduit dans le lore, ça introduit au grand public, en fait, enfin en tout cas aux personnes qui ne sont pas au fait de ce qui s'est passé aussi bien dans les séries animées que dans les romans, ça introduit des éléments issus de cet univers étendu-là. Enfin, là, il me semble par exemple que le sabre laser en forme de fouet, il me semble pas que l'on voit ça dans un film, du tout, même dans la postlogie. Par contre, c'est issu d'animé ou de jeux vidéo, je sais plus. Alors, les sorcières d'Atomir, les sorcières de la nuit, il me semble que c'est issu de Clone Wars. Et ça m'amuse bien de répéter ça parce que, à raison de croire, eux, les fans, hardcore, tel élément est canon, tel élément n'est pas canon. Or, il y a pas mal de choses dans l'univers étendu qui ont été validées par Lucas lui-même. Donc normalement, les romans, il me semble que c'est canon, pas tous en plus. Et animé, c'est canon. C'était supervisé par Dave Filoni à l'époque où Lucas dirigeait Lucasfilm. Donc c'est canon aussi. Donc les sorcières d'Atomir, c'est canon. Oui, parce que ce qui est canon et pas canon, les discussions en termes de qu'est-ce qui est canon ou pas canon dans Star Wars, moi ça commence à me saouler grave parce que Lucas a déclaré lui-même, bien après la sortie de la prélogie, pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de post-logie, enfin pourquoi il n'y avait pas les épisodes 7, 8, 9. Il est sorti trop de romans entre jeux vidéo pour faire des 7, 8, 9 comme il l'entendait. Or, au moment où Disney a annoncé sa post-logie, lui-même a déclaré, bon, finalement, il n'y a que les 6 films qui sont canons, le restant, Osef. Ça vient de Lucas lui-même, hein, j'invente rien, qui fait que j'ai la grosse impression que les fans font un petit peu ce qu'ils veulent avec le canon, éliminant tel ou tel ouvrage, éliminant tel ou tel jeu vidéo, animé, qui n'est pas en raccord avec leur vision à eux
de Star Wars. Pour moi, ça s'arrête à ça. Pour moi, c'est une distinction du canon, mais purement arbitraire. Point barre. Du coup, je peux comprendre pourquoi The Acolyte, bah, ça les fait incroyablement bouillir, parce que ça redéfinit tout simplement qu'est-ce qu'est Star Wars. C'est-à-dire, il y a pas mal d'éléments sur l'influence de la magie sur la force, enfin, les relations entre la magie et la force. Enfin, pour moi, la force, tout simplement, est un élément magique, un élément mystique. Tout simplement, ça s'arrête à ça. C'est ce qui est la nature de la force dans la trilogie originale. Un élément qui nous entoure et nous pénètre. C'était le speech de Obi-Wan Kenobi dans le premier film Star Wars. Après le trip sur le midi-chlorien dans la prélogie, pour moi, c'est ça qui a cassé mon délire. Pour moi, c'est ça qui a fait que, ok, d'accord, Star Wars, je ne veux plus en entendre parler, et la prélogie, c'est encore pour moi une usine à blague. Je sais, je me répète un petit peu, mais c'est histoire de clarifier ma position par rapport à Star Wars actuellement. Et je peux comprendre que ça les fasse bouillir, parce que The Acolyte correspond parfaitement à ce que Dave Filoni actuel, directeur artistique en tout cas, CEO, je crois pas que ce soit lui, je crois que c'est Kathleen Kennedy encore, pour essayer de définir son cadre. Quel cadre, lui, va agir sur les histoires. Qu'est-ce que va être son lore? Le lore de Lucas, c'est la saga Skywalker. Son lore à lui, ça va être quoi? Bah, c'est ce qu'il essaye de définir. Grosso modo, que The Acolyte est bien un nouveau point de départ. Ouais, parce que sans trop révéler sur The Acolyte, on apprend des trucs sur... bah ouais, ça donne quelques pistes sur la nature exacte de Anakin Skywalker. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui est sous-entendu vaguement, et c'est ça qui fait bouillir les fans. Oui, parce que eux voulaient rester dans un trip de non, Anakin Skywalker, c'est l'élu, c'est un être qui vient de, il a pas de père, c'est Jésus quoi. Ça, justement, l'idée avec laquelle j'étais pas d'accord, et avec laquelle beaucoup de détracteurs, au moment de la sortie de la prélogie de la menace fantôme, ça a scindé la fanbase en deux. Et c'est justement cette idée-là que Acolyte essaye de corriger légèrement. Moi, je suis hyper chaud pour ça, parce qu'au moins, ça va être dans le même... ça va réparer, pour moi, ce qui était une incohérence, parce que pour moi, c'était pas du tout, en fait, en accord avec l'épisode 4, justement, enfin, le premier de la sortie en 77, hein, bien sûr. Pour moi, c'était pas du tout raccord avec ça. Et là, ça fait revenir le côté mystique de la Force devant la scène. La prélogie donnait une explication scientifique à la Force, et là, les acolytes renvoient la Force à une dimension un peu plus mystique. La Force est une entité mystérieuse qu'on a du mal encore à assimiler. Donc, scientifiquement, on peut l'analyser, ouais, mais ça s'arrête pas à ça. Et moi, je suis super chaud pour une explication dans ce terme-là. Donc, pour finir, mon avis sur cet épisode 7, qui s'appelle donc Choix. Alors moi, j'étais plus captivé que je ne m'attendais. C'est-à-dire que au moment où commence l'épisode, où j'ai la réalisation du en fait, c'est une relecture sous un autre angle des événements de l'épisode 3. Je pensais que ça allait être un truc dans le genre, ah, en niveau possible, on va voir les mêmes événements, mais de façon mécanique, ce qui n'est pas totalement incorrect de ma part. C'est-à-dire, effectivement, on revoit des événements déjà vus dans l'épisode 3. C'est un petit peu le cas aussi dans Rashomon et dans Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction, je crois que on voit par exemple des scènes de bar où on voit d'abord Travolta et on devine Bruce Willis, et le contraire, je ne sais plus. Et ce n'est qu'ensuite, la seconde moitié, que la vache, ça passe super vite, parce que bah là, les non-dits sont dit, donc effectivement, l'épisode en question, niveau révélation, bah ça pète de tous les côtés. Ce qui rend pour moi l'épisode vraiment captivant. Et on comprend mieux pourquoi les rapports entre le conseil des Jedi et les Jedi, c'est pas si clair que ça. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de portes ouvertes sur les relations tendues entre le conseil des Jedi et les Jedi. Oui, ça rappelle pas mal ce qui se passait entre Anakin et Ahsoka dans Clone Wars, par exemple. C'est pour ça que toutes ces thématiques-là, bah ouais, il y a une question de... Alors, même si c'est pas les mêmes personnages, même si c'est 100 ans après, il me semble, bah oui, on comprend que... Non, non, c'est récurrent, en fait, aussi bien dans l'univers de Star Wars que dans tous les œuvres de Star Wars. Oui, on comprend que toutes ces thématiques-là, bah non, non, c'est juste récurrent, quoi. C'est pas propre à la saga Skywalker, c'est récurrent dans d'autres aventures, je dirais. Donc moi, The Acolyte, pour le moment, c'est une méga bonne surprise en fait. Je m'attendais pas à être aussi captivé. Que l'on s'entende bien, quand je parle de Akira Kurosawa, quand je parle de Tarantino, je ne dis pas que cet épisode-ci arrive à leur hauteur. Il n'y a pas un travail de la photographie, de mise en scène, cinématographie si vous voulez,
qui arrive à la hauteur de ces cinéastes. Non, jamais. C'est simplement que je comprends là où veulent en venir les auteurs. Je comprends leur influence. Je comprends qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec The Acolyte. Et du coup, ouais, je trouve ça louable, défendable. C'est juste ça. C'est juste le côté. Je comprends en fait où ils voulaient en venir et je trouve ça du coup captivant parce que du coup ça sert vraiment le propos, ça sert vraiment les personnages parce que ça les met bien en valeur, je trouve. Ça met bien en valeur leur secret, leur tourment. On comprend mieux, on est plus dans leur tête et moi ça botte bien. Le côté j'ai déjà été torturé, ça m'accorde. Il y a plein de nuances finalement dans cette série-là qui me plaît bien. Donc voilà, c'est donc mon avis sur The Acolyte, épisode 7, choix. Bon, bah pour moi c'était du tout bon encore. J'avouerais que l'enthousiasme des débuts, c'est un peu étiolé, mais c'est encore intense en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc à la semaine prochaine.